Aujourd'hui, je vais vous parler du Vorstellungsrepräsentanz, terme barbare issu de Freud et donc que je laisse pour l'instant en allemand, mais que je traduirai volontiers ensuite par machine à faire des représentations ou fonction de représentation ou encore fonction représentative. Bref, ce qui fabrique des représentations. J'ai été amené à cette conception qui n'est pas celle de Freud, ni celle de Lacan, à travers l'exploration de mes rêves. Comme toujours, la théorie, c'est une excellente chose, à condition qu'on la vérifie par la pratique. Et moi, c'est la pratique, c'est-à-dire l'exploration de l'inconscient, essentiellement l'exploration des rêves, qui m'a amené à cette conception, et je vais vous montrer comment. D'abord, un petit extrait des écrits de Lacan. Ça se trouve à la page 714 des écrits, où il dit « Alors que la conception de Freud élaborée est parue en 1915 dans l'Internationale Zeitschrift, dans les 3 articles sur les pulsions et leurs avatars, sur le refoulement et sur l'inconscient, ne laisse aucune ambiguïté sur ce sujet, c'est le signifiant qui est refoulé, car il n'y a pas d'autre sens à donner dans ces textes au mot Vorstellungsrepräsentanz. » Bien, bon, voilà un texte qui fout le bazar, c'est-à-dire qui met une confusion pas possible là où Freud a essayé d'être très clair. Pourquoi ? Parce que Lacan interprète donc les mots de Freud dans les textes qu'il a cités en disant c'est le signifiant qui est refoulé. Or, le signifiant chez Saussure, c'est la représentation de mots chez Freud. Et chez Lacan, le signifiant, c'est devenu une expression générique pour représenter, à la limite, toutes les représentations. On ne sait plus trop de quoi il parle. Le plus souvent, c'est de la représentation de mots, mais quand il dit c'est le signifiant qui est refoulé, eh bien, chez Freud, lorsqu'il parle de l'inconscient, il dit au contraire c'est le signifié qui est refoulé, c'est-à-dire c'est la représentation de choses. Il dit dans l'inconscient, il n'y a que les représentations de choses. Et donc, ce qui est... Alors, c'est peut-être comme ça qu'on pourrait entendre l'expression de Lacan, mais elle est très ambiguë. Ce qui est refoulé, c'est la représentation de mots au sens où elle est coupée de la représentation de choses. Mais dans l'inconscient, ce qu'on trouve, souvent Lacan dit c'est le signifiant, et moi je dis c'est le signifié justement. C'est-à-dire quelque chose qui est une image la plupart du temps, c'est-à-dire une représentation de choses. Parfois il y a des représentations de mots aussi, mais il y a ce qui est refoulé. Et l'idée de Freud comme quoi il n'y a que des représentations de choses dans l'inconscient, c'est faux aussi. Mon expérience des rêves m'indique que dans les rêves, il y a aussi des représentations de mots. Donc les rêves, c'est l'inconscient, et on y trouve des représentations de choses surtout, mais aussi des représentations de mots. Donc tout ça est très abstrait. Si on ne fait pas un retour à la pratique, à l'analyse des rêves, on n'y comprend rien du tout, et on peut parfaitement se bagarrer sur des significations à accorder à tel ou tel mot. On n'y parvient pas si on ne revient pas à l'exploration de la pratique. Pour dire en résumé ce que j'ai cru comprendre de ce que dit Lacan, mais avec son style complètement gongorique, c'est-à-dire extrêmement poétique, extrêmement compliqué, c'est extrêmement difficile de savoir ce qu'il veut dire. Ce que j'ai cru en comprendre, donc, c'est qu'il fait du Vorstellungsrepräsentanz un représentant de la fonction de représentation. Mais il dit que c'est ce qui est dit dans Freud. Or, je suis allé vérifier jusque dans le texte allemand, Freud ne dit pas du tout ça. Quand il emploie le mot Vorstellungsrepräsentant, il l'emploie une seule fois dans toute son œuvre, c'est dans l'inconscient, son article de 1915 sur l'inconscient, Das Unbewusst, et il l'emploie pour distinguer le représentation du représentant
affect. Parce que là, Freud était très clair, il dit il y a deux représentants psychiques de la pulsion. La pulsion, c'est quelque chose qui prend sa source dans l'organique, et puis qui se retrouve dans le psychique. Et dans le psychique, il y a comme des ambassadeurs de la pulsion. L'un, c'est la représentation, l'autre, c'est l'affect, ce que j'éprouve avec la représentation. Et là, dans ce texte, Freud veut parler du représentant, représentation, l'autre représentant étant l'affect. Donc il l'emploie qu'une fois. Une deuxième fois, il l'emploie, cette fois dans le texte sur l'inconscient. Non, c'est le texte sur le refoulement, la deuxième fois. Et cette deuxième fois, c'est la même chose. Il veut préciser qu'il parle du représentant représentation et non pas du représentant affect. Donc il n'en fait nullement un représentant de la fonction représentative. Nous y reviendrons après avoir fait un passage dans la pratique, qui est la seule façon de trier et de mettre de l'ordre dans tous ces mots qui sont un peu employés, surtout par Lacan, à tort et à travers. Donc voici d'abord un rêve qui va vous faire comprendre pourquoi j'ai retenu l'expression « machine à faire des représentations ». Je suis perdu dans un village inconnu avec ma fille et ses 2 enfants. Et on est d'abord sur la place du village et j'essaie d'obtenir Internet sur mon ordinateur. Pas moyen. Pourtant, sur le téléphone, il y a du réseau et il y a des batteries. Mais sur l'ordi, pas de réseau. Bon. C'est alors qu'on se sépare, mes enfants, enfin ma fille et ses 2 enfants et moi, on se sépare pour chercher dans une usine quelque chose. Peut-être le fameux réseau, justement, que je n'arrive pas à obtenir sur l'ordi. Et cette espèce d'usine immense, je passe mon temps à passer d'un étage à l'autre, et à un moment, je me retrouve à faire des acrobaties le long de la paroi verticale d'une énorme machine pleine de graisse. Donc c'est glissant, c'est donc très dangereux. Je calcule bien mes coups pour éviter de tomber. J'arrive finalement en haut, où il y a une rambarde de bois qui permet de s'agripper facilement. Et je laisse tomber la poutrelle qui m'avait aidé à grimper jusque-là. Quand j'y parviens, à cet endroit-là, au-dessus donc, les ouvriers qui sont là sont très étonnés de me voir arriver. Je leur dis, vous en faites pas, je ne fais que passer. Et le contremaître dit, bon, ben, c'est très bien, laissez-le descendre. Je descends par des escaliers normaux, cette fois, au lieu de faire des acrobaties, pour essayer de retrouver l'ordinateur. Toujours, je suis à la recherche de cet ordinateur. Vous voyez, quand j'avais l'ordinateur, je cherchais le réseau. Quand je suis dans l'usine, je cherche l'ordinateur. Et là, je me dis qu'il faut que je trouve le journal. Et j'en vois un, je le regarde, je m'aperçois que c'est un journal publicitaire de la chaîne Carrefour, et je risque pas de trouver des annonces culturelles là-dedans, et je me dis, la seule solution, c'est d'aller en ville pour acheter le journal, et alors j'aurai l'info, et alors je pourrai aller sur l'ordinateur. Donc il faut que je retourne à l'ordinateur, ou que je l'ai laissé n'importe où, je ne sais plus, où j'ai laissé aussi mon portefeuille dont je vais avoir besoin pour acheter le journal. Ça peut vous paraître obscur, mais finalement, qu'est-ce que je fais? Je cherche des informations. Je les cherche d'abord en cherchant le réseau, qui devrait me permettre à obtenir les informations sur l'ordinateur. Ensuite, je les cherche dans l'usine. Et pourquoi une usine? Parce que ça fabrique des choses, une usine. Et visiblement, là, ça pourrait fabriquer des informations, notamment des informations sur l'ordinateur, puisque je l'ai perdu et que je le cherche. Je l'ai perdu dans l'usine. Hein. Donc l'usine et l'ordinateur sont 2 façons d'obtenir des informations. Et enfin, c'est dans le journal que ça se passe, je cherche des informations dites culturelles.
Mais parce que je suis un mec cultivé, donc c'est ça que je cherche, et certainement pas le prix des roast beef sur le magazine de Carrefour. Hein. Mais je cherche donc encore des infos sur un journal, et enfin je cherche mon portefeuille pour pouvoir acheter le journal. Vous voyez que chaque moyen d'information est un moyen d'obtenir un moyen d'information pour s'informer sur un autre moyen d'information. Finalement, je n'obtiens aucune information. Dans ce rêve, il n'est pas question d'Oedipe, il n'est pas question de castration, il n'est pas question de quoi que ce soit, il est juste question d'obtenir des informations. Donc qu'est-ce qui se passe en réalité? Je suis en train de dormir et je suis en train de rêver et je suis à la recherche d'informations sur l'inconscient, c'est-à-dire sur moi-même. Et je ne trouve quoi? Je trouve quoi? Non pas des contenus, mais en fait si, ce sont des contenus, mais des contenus qui métaphorisent, qui donnent des métaphores de ce qu'est la fabrication d'informations, c'est-à-dire la fabrication de représentations. Avec un ordinateur, on fabrique des représentations. Avec une machine, on fabrique des objets, donc des ordinateurs, qui vont me donner des informations. Avec un journal, on a aussi des informations. Et avec un portefeuille, on peut acheter le journal. Voilà. Donc, en fait, je me balade à travers la fabrication des informations, la fabrication des représentations. Je me balade à travers moi-même, c'est-à-dire la fonctionnalité du sujet. Ce en quoi le sujet est une fonction et non pas un objet, contrairement au moi. Le moi, c'est la représentation que je me fais de moi-même. Le sujet, c'est la fonction qui fabrique cette représentation. C'est pourquoi je ne vois que fabrique, ordinateur, journal, etc. Mais qui sont néanmoins, sont devenus des objets, c'est-à-dire des représentations. Je peux me faire une représentation du sujet, c'est-à-dire de celui qui fabrique les représentations. Vous voyez, c'est comme dans la représentation mathématique y égale f de x. On a la fonction et on a l'objet. L'objet, c'est celui qui a les coordonnées x et y. Le point qui a les coordonnées x et y. Et la fonction, c'est ce qui va mettre en rapport x et y pour nous donner la place du point. Et donc, tout ce rêve-là est consacré à trouver une représentation de la fonction qu'on pourrait représenter par la courbe. Et s'il y a une courbe qui est celle du sujet, ce n'est pas une parabole, ça ne sera pas une hyperbole, ça sera un cercle ou une ellipse. En tout cas, une courbe fermée. Mais le sujet, c'est cette fonction qui découpe la courbe fermée dans une surface. Dans la surface de quoi? La surface du réel. Le réel est indescriptible, mais quand on arrive à découper une surface fermée, une surface finie, contrairement au réel qui est infini, eh bien on a une représentation, et on peut aussi avoir une représentation de cette fonction de coupure. Donc voilà une usine, une machine, un ordinateur, un journal, voilà des images de ce que je peux appeler le Vorstellungsrepräsentanz, mais je l'appellerai donc machine à faire des représentations. Représenter quoi? Des choses venant du réel, mais aussi des choses venant de l'inconscient, c'est-à-dire de ce qui est refoulé. Dans les séances précédentes, on a vu qu'est-ce qu'était le contenu du refoulé, les représentations, Oedipe, castration essentiellement, et maintenant, et scène primitive. Et essentiellement, ce qu'on voit maintenant, c'est cette fonction. Et nous allons voir, je vais vous passer une série de rêves pour vous montrer que ça peut passer par diverses représentations. Et il est important de passer par ces diverses représentations pour dégager une représentation du concept que cela suppose, qui n'est pas arrêté à une seule image, celle de la machine, de l'usine ou de l'ordinateur, mais à une foule d'autres images. Nous allons voir lesquelles. Par exemple, dans le rêve suivant, je suis dans un transat
au bord d'une piscine, avec un verre à la main, et face à une magnifique maison, enfin c'est plutôt un château. Donc c'est un petit peu ce dont tout le monde rêve, quoi. Être en vacances dans un environnement luxueux, magnifique et tranquille. Et puis je m'aperçois que le toit de ce château somptueux s'est effondré, et que ce que ça découvre, derrière, ce sont des gradins sur lesquels sont entreposées des ordures. Et devant les ordures, il y a des ouvriers qui sont en train de trier les ordures. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh bien, d'abord une représentation de l'idéal, ce que j'ai envie et dont beaucoup de gens ont envie, c'est-à-dire, encore une fois, être en vacances au bord d'une piscine avec un cocktail à la main et dans un environnement luxueux. Mais derrière cette façade d'environnement luxueux, crac, ça s'effondre. Et quand le toit s'effondre, le toit c'est le surmoi, hein, c'est ce qui chapeaute l'ensemble, ce qui surveille, ce qui... Voilà. Donc quand ça s'écroule un peu, c'est-à-dire quand le refoulement diminue, on voit ce qui est caché derrière, rien que des ordures. Mais ces ordures, là, je ne sais pas ce que c'est. Je suis incapable d'en dire quelque chose. Mais c'est très souvent comme ça. Quand on voit le contenu d'une poubelle ou quand on va sur une décharge, on voit un tas de bordel. On est incapable de dire très précisément, tiens, là des boîtes de conserve, là des bouteilles cassées, là des papiers chiffonnés et salis. Bon, mais non, c'est pas ça. Et on se rend bien compte d'ailleurs que ça n'a pas d'importance d'avoir une image précise. On sait que c'est des ordures, ça suffit. Ben ça, c'est le réel. C'est-à-dire qu'on ne peut rien en dire. On ne peut rien en dire, mais on voudrait quand même, je voudrais quand même en faire quelque chose, puisque je mets là des ouvriers qui sont en train de faire le tri. Alors d'accord, dans la vie de veille, il y a les préoccupations écologiques, ben maintenant il faut faire du tri d'ordures, etc. Bien sûr, il y a ça, mais ça c'est des préoccupations conscientes qui juste ont été empruntées par la machine à faire des représentations pour représenter quoi? La machine à faire des représentations. Et là, on pourra encore l'appeler autrement, on pourrait l'appeler le symbolique. Le symbolique, voilà ce qui fait des représentations. Le symbolique, c'est faire du tri. Ce que font ces ouvriers pour trier les ordures, hein, eh ben, ils classent, ils mettent de l'ordre. Et il n'y a que comme ça qu'on peut comprendre quelque chose à la réalité. Même les ouvrages dans une bibliothèque, on les classe par matière ou par ordre alphabétique, ou les deux. Ou par les deux, c'est-à-dire par ordre alphabétique une fois qu'on a classé par matière, ainsi de suite. Et on classe ensuite les objets en différentes choses, en différentes classes d'objets qui nous permettent de nous repérer. D'ailleurs, dans les caractères chinois, il y a les clés qui sont presque toujours dans un caractère et qui permettent de repérer à quelle catégorie d'objets se réfère ce caractère. C'est une façon de faire un premier tri et de ne pas confondre avec un autre caractère qui sera le même sauf la clé, ce qui nous permet de dire que c'est classé dans une autre classe d'objets. Donc, c'est le travail du symbolique comme tel. Donc, de la machine à classer, la machine à faire des représentations, c'est aussi une machine à classer. Hein. C'est ça, c'est le symbolique. Bon, voilà un autre rêve dont vous allez voir que sans faire de tri, il est complètement incompréhensible. Voilà. Ce rêve, il dit que c'est un nouveau rêve. Et il dit, un type qui raconte à n'en plus finir l'histoire que j'ai racontée. Et cette histoire, c'est celle de l'astronaute Thomas Pesquet, l'astronaute français, qui revient de la Lune ou de Mars. Et que sur la Lune, il a trouvé des tas de trucs parfaits, à moins que ce ne soit sur Mars. Et il dit qu'aussi il en a marre des trucs parfaits, il en a marre des taureaux parfaits et des légumes parfaits. Il n'a pas tout compris, et la vraie chute de l'histoire, c'est qu'il a mis un bandeau autour de la tête et que c'est très drôle. Enfin, il est question de jouer de la musique en apesanteur.
et je pense à quelqu'un qui joue du violon en apesanteur, et je pense que le mouvement de jouer du violon comme ça le ferait reculer. Donc il faudrait en tenir compte si on veut jouer du violon en apesanteur. Enfin, il est question d'un gaz toxique, mais c'est pas grave parce que c'est virtuel, c'est dans un jeu vidéo. Et je dis donc, pas de problème. Qu'est-ce qu'on peut faire d'un tel fatras? On peut s'apercevoir qu'il y a une récurrence sur les termes qui mettent en valeur le fait qu'il s'agit d'un récit. D'abord, dès le début, il est dit dans le rêve qu'il s'agit d'un rêve. Ensuite, il s'agit d'un type qui raconte à n'en plus finir ce que j'ai raconté. Donc ce que ça raconte, c'est que ça raconte. Vous voyez, on est dans la fonction. On n'est plus dans l'objet, c'est-à-dire l'histoire. On est dans raconter ce que c'est que raconter. Ou dans le rêve où on dit qu'est-ce que c'est que rêver. Ensuite, il est question de Thomas Pesquet, c'est parce que c'était à l'époque où justement Thomas Pesquet était revenu sur Terre après un séjour de je ne sais plus, 6 mois ou 2 ans dans la Station Spatiale Internationale. Donc j'avais ça en tête, je m'en suis servi. Ça n'a pas plus d'importance que ça. Il revient de la Lune. Mais oui, bien sûr, je reprends l'idée de revenir des astres, revenir de l'espace. Ça veut dire en fait revenir de l'inconscient pour moi. C'est-à-dire il est allé explorer quelque chose d'inconnu, quelque chose où il y a très peu de gens qui vont, et il en revient et il en ramène des informations. Vous voyez, c'est le retour de la recherche des informations, comme dans le rêve précédent. Et on dit que sur la Lune, il a trouvé des trucs parfaits. Bon, là, on retrouve aussi la perfection de mon rêve précédent, c'est-à-dire des premières images, où j'étais dans un transat au bord de la piscine devant un château. Il y a aussi dans les rêves une traduction de l'idéal, de ce qu'on voudrait. Mais alors justement, Thomas Pesquet, il en a marre des trucs idéaux, il dit qu'il en a marre des taureaux et des légumes parfaits. Alors le taureau, c'est évidemment une évocation de la puissance sexuelle, du phallus, et également les légumes parfaits, c'est ça, c'est concombres, courgettes, tout ce qui peut évoquer le phallus, et qui sont pour une fois un contenu. De même qu'on peut penser que la lune pourrait être un contenu, puisque quelquefois c'est le mot employé pour désigner le derrière. Donc il y a des bouts de contenu, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est comment on est allé les chercher. Alors après, il y a encore une autre histoire, mais dont il est dit que c'est une histoire. C'est celle du type qui met un bandeau autour de la tête. Ce qui me fait penser au film que j'avais vu, qui doit être né un 4 juillet, je crois, le film américain, du type qui passe son temps à jouer à la roulette russe, vous savez, pan, et qui se met à chaque fois un bandeau autour de la tête. Donc, il s'agit de quoi? De mettre en jeu sa vie de sujet. C'est-à-dire que c'est le sujet comme tel, en tant qu'il est là, mais il pourrait ne pas y être. C'est exactement comme le phallus. Il est là, mais il pourrait ne pas y être. Et il n'y a pas l'un sans l'autre. Et il n'y a pas d'image du sujet sans image de la disparition du sujet. C'est donc ça que m'évoque cette histoire de bandeau sur la tête. Ou autour du front, plus exactement. Enfin, le type qui joue du violon en apesanteur, quand j'étais petit, j'ai appris à jouer du violon, mais j'ai très vite arrêté. Cette histoire de jouer du violon en apesanteur, c'est comme une condensation de mon enfance, dans laquelle j'ai appris à jouer du violon, et de mon état fœtal, dans lequel il est dit qu'on est comme un apesanteur. Et le violon, c'est une façon de faire des sons, c'est une façon de faire des paroles, c'est une façon de raconter, mais un raconte qui ne dit rien, qui provoque juste des émotions. Parce que la musique, on trouve ça beau ou on trouve pas ça beau. C'est tout. Ça nous fait des émotions, ça nous hérisse le poil parfois, ou ça nous fait danser le corps, mais ça ne dit rien. On ne peut pas le traduire en mots. Donc c'est de ça dont il s'agit. Et enfin, il y a un gaz toxique, mais il est tout de suite dit, oui, mais c'est dans un jeu vidéo, donc il n'y a pas de problème. Donc, tout ce qui pourrait être toxique, c'est-à-dire la vague évocation de la castration qu'il y a eu, la vague évocation de la mort qu'il y a eu,
Eh bien, c'est pas grave, parce que tout ça, c'est un jeu. C'est un jeu, c'est-à-dire c'est une histoire, c'est du récit. Hein. Donc, au-delà des machines, des ordinateurs et des journaux, par le journal on y arrive de ce côté-là, il y a la question du récit comme tel. Du récit venant de l'inconscient, de la Lune ou de Mars. Hein. C'est une tentative à nouveau de représenter la représentation, c'est-à-dire de représenter comment se fabriquent les représentations qu'on va chercher là-bas dans l'espace, en apesanteur, n'importe où. Mais on n'en ramène pas beaucoup, on ramène juste une représentation de la machine à représenter. Donc ici, le fait de raconter. Et voici un rêve dans lequel ça nous donne encore une autre forme. Le rêve dit « On doit jouer une pièce de théâtre militant, mais on n'a pas préparé le texte, on n'a rien préparé. Et pourtant, c'est le moment. Le public est là, il faut jouer. » Et on pense qu'on a assez de confiance pour improviser, on va y aller. Et on a la trame en tête de ce qu'il faudra jouer. C'est un écureuil qui tente de casser une noix avec un marteau, mais quand il tape sur la noix gicle et va taper dans l'œil d'une bonne femme, etc. Bref, je vous avais déjà raconté dans une séance précédente, notamment dans la séance consacrée à la castration, je vous avais raconté seulement la deuxième partie, à savoir l'écureuil qui cherche à casser une noix et la noix gicle dans la gueule d'une bonne femme. Ça, c'est la castration. Ça, c'est le contenu. Hein. Mais j'avais omis tout le début du rêve que je vous ai dit maintenant, et qui est qu'on doit représenter ça sur une scène de théâtre. Hein. Et c'est dit dans le rêve. C'est-à-dire le rêve nous dit comment le rêve va mettre en scène ce qu'il cherche à dire. Donc il cherche à dire à la fois un contenu, une représentation de la castration, et la mise en scène de ce contenu qui prend ici la forme de la mise en scène de théâtre. Après la machine, l'usine, l'ordinateur, après le journal, le fait même de raconter, il y a ici le fait de mettre en scène au théâtre. Et c'est ça. Là, Freud l'avait repéré puisqu'il appelait le rêve l'autre scène. Hein, c'est là où ça se passe, c'est pas la scène de la réalité, il l'appelait l'autre scène. Bon, voici encore un rêve qui parle de théâtre, mais vous allez voir d'une façon bien plus compliquée encore. Voilà, cette fois, je participe à une école maternelle. Ah, je fais juste un stage, je ne suis pas instituteur. Mais je me vois assis par terre avec les enfants, je participe à leurs activités, et mon rôle, ça consiste en les aider et à leur donner des idées. Vous voyez déjà là une première chose, c'est que je suis quelque part la machine à donner des idées, c'est-à-dire la machine à donner des représentations aux enfants, donc à l'enfant moi-même. Bon, ça c'est le préambule du rêve. Et cette fois, c'est l'instituteur qui est la machine à faire des représentations. Et puis, à la fin de la classe, les instituteurs, qui sont au moins deux, ils passent le balai-brosse et la serpillière par terre, et il est dit qu'ils font ça tous les soirs. Bien. J'en avais donné une première interprétation qui est passer le balai-brosse quand les instituteurs sont un homme et une femme, c'est manier le phallus, c'est faire l'amour en quelque sorte. C'est une première interprétation, mais faire l'amour, c'est fabriquer des enfants. C'est là où la scène primitive, c'est aussi une machine à faire des représentations. C'est aussi une représentation de la machine à faire des représentations. Mais où la machine, c'est la femme, hein, qui fabrique, avec un peu d'énergie donnée par l'homme, ou un peu d'essence donnée par l'homme, elle fabrique des représentations, c'est-à-dire des enfants. Mais l'autre interprétation, c'est qu'il passe le balai-brosse et la serpillière, c'est-à-dire ça revient à faire de l'ordre. On revient à la fonction du symbolique, hein, qui consiste à foutre en l'air les ordures
pour faire du propre. Hein, c'est ce qui était dans le premier rêve que je vous ai raconté. Puis le rêve continue, et de retour à la maison, je mange avec le directeur de l'école. Et là, il me propose le synopsis, même pas le synopsis, le schéma du synopsis d'une pièce de théâtre qu'on va jouer. Ah, vous voyez que ça continue. Il y a une représentation dans la représentation. Le rêve me représente, non, même pas une représentation, mais le fait que l'idée qu'on va représenter. Donc là encore une fois, ce qui est représenté, c'est la fonction de représentation. Et qu'est-ce que c'est cette représentation que le directeur de l'école me propose? C'est le suivant, ça dit « les fruits sont verts, ensuite ils sont mûrs, ensuite on les cueille et on en fait quelque chose ». Bon. Et il n'est pas précisé de ce qu'on en fait. Et bien vous voyez que c'est un peu la même chose. Alors là on a du part un contenu, parce que les fruits qui sont verts et ensuite mûrs et ensuite on les cueille, bon, ça ressemble tout à fait à la trame du complexe d'Oedipe, de l'histoire d'Oedipe. C'est-à-dire l'enfant, il marche à 4 pattes le matin, à 2 pattes à midi et à 3 pattes le soir. Là, c'est sous la métaphore des fruits que ça se représente. Et donc, on voit la machine à représenter à l'œuvre au sens où elle a transposé l'histoire d'Oedipe sur une histoire de maturation des fruits. Mais on ne nous donne pas, à la fin, le fruit transformé, c'est-à-dire la représentation achevée. C'est toujours le travail de représentation, le travail de maturation qui est représenté. En réponse au directeur, qui me propose cette trame, je lui dis « c'est trop chronologique, il y a mieux, je vais faire une contre-proposition. » Et je prends un stylo pour lui expliquer un processus qui va être faire son schéma, mais à l'envers. Vous voyez qu'on retrouve la question où ce n'est pas le contenu qui compte, mais la façon de le présenter. Et cette fois, j'emploie l'écriture. Hein, le directeur avait employé la parole pour me parler de sa trame de pièce de théâtre. Là, j'emploie l'écriture. Et l'écriture pour faire un schéma. C'est pas pour écrire des paroles. Hein, c'est un dessin. Donc c'est encore une autre forme pour représenter la représentation. Je lui dis que c'est trop chronologique et je lui présente à l'envers. Parce que ça, c'est mon souci, le souci qui se présentait dans le rêve de la Lune et de l'espace, le souci d'aller voir derrière, hein, de voir l'envers, de voir les choses à l'envers, c'est-à-dire comme l'autre face de la bande de Mébius, c'est-à-dire essayer de comprendre quelque chose de l'inconscient. Mais là, on ne me dit rien de l'inconscient, si ce n'est cette histoire de maturation qu'on peut interpréter comme l'Oedipe, hein, mais l'essentiel, qui est aussi dans l'inconscient, c'est cette représentation de la fonction de représentation. Cette fois, précisément, la représentation de l'inconscient en tant que ça va être l'envers du récit. Hein. Et à ce moment-là, il y a un incident et je vois quelqu'un avec une poupée au doigt. Une poupée, c'est-à-dire, ça se présente comme ça dans mon rêve, c'est-à-dire le type s'est coupé, ou la fille s'est coupée, on ne sait pas, et il y a un pansement autour. Quand j'étais petit, quand on me faisait un pansement, on me disait que c'était une poupée. Donc, pas dur, c'est une représentation de la castration. Et là, je pense à Fu Manchu. Pourquoi ? J'en ai très peu entendu parler de Fu Manchu, c'est pas un de mes héros, mais c'est un héros de roman policier à une époque. C'est un monsieur asiatique qui est prestidigitateur, très habile, et c'est ce qui l'aide à résoudre des énigmes policières. Ce qui est dit à travers ça, c'est que on va remonter en arrière, on remonte l'ordre chronologique pour arriver à montrer comment la personne qui s'est coupée et qui a une poupée s'est coupée. C'est-à-dire on va remonter dans le temps, c'est ce que font les rêves en général pour remonter dans l'enfance, puisque la poupée évoque l'enfance, hein, pour
se comprendre, comprendre ce qui est dans l'inconscient. Et ce qui est dit à ce moment-là dans le rêve, c'est qu'à chaque représentation, il y aura de l'inattendu. C'est-à-dire que Fu Manchu va arriver sur scène à un moment où on ne l'attend pas. Et il fera plusieurs entrées différentes, avec à chaque fois une animation différente. Et voyez qu'au-delà de la question de la poupée et de la coupure au doigt, castration, tout le reste ne parle de quoi que de la représentation et de la façon dont on va représenter. Il va y avoir plusieurs entrées du personnage, mais on ne sait pas lesquelles. Et à quel moment, on ne sait pas. Il va y avoir des animations différentes, on ne sait pas lesquelles. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir des ruptures de rythme dans la représentation. Donc ce n'est qu'une représentation, encore une fois, de la façon de représenter, de la fonction de représentation. Et puisque je parle de Fu Manchu, prestidigitateur, magicien, et de l'envers du récit, je suis tombé sur cette représentation qui est une peinture moderne d'un artiste qui s'appelle Le Vallée et qui représente justement l'envers du tableau, l'autre côté de la représentation. Et dans cet autre côté, qu'est-ce qu'on voit? On voit des lapins, on voit sur la droite deux lapins qui sont vraisemblablement mâles, qui proposent sans doute des choses à une lapine, une femelle, et sur la gauche, on les voit mettre en œuvre cet érotique, qui, si l'on en juge le fait qu'il soit trois et qu'il y a visiblement une fellation en cours, ça nous met en tête qu'il s'agit plus d'érotique que de fabrication de lapins. Néanmoins, nous savons que c'est comme ça que les lapins se reproduisent et que quand quelqu'un a beaucoup d'enfants, en France, on dit volontiers qu'ils se reproduisent comme des lapins. Il s'agit d'une machine à produire quelque chose, ce que je vous avais dit à propos de la scène primitive tout à l'heure. Et ici, c'est l'envers donc des représentations, l'envers du tableau, et on voit que le monsieur artiste et magicien, il fait comme beaucoup de magiciens, il va chercher le lapin à l'intérieur du chapeau. Mais ce chapeau est merveilleusement placé juste entre ses jambes. Et on voit que pour aller chercher le lapin, il faut aller crever le fond du chapeau, aller beaucoup plus loin, pour aller dans l'envers de la représentation, pour trouver des représentations de l'acte sexuel. Et donc de la différence sexuelle qui est si difficile à représenter, puisque pour les enfants, il n'y a pas de représentation du féminin. Le féminin, c'est seulement le fait qu'on est coupé du masculin. On a coupé le phallus et donc ça donne du féminin. Il y a donc une absence de représentation qui marche aussi bien pour les garçons que pour les filles, absence de représentation pour laquelle il va falloir faire fonctionner la machine à faire des représentations. Je ne peux pas me représenter autrement que sexué, donc pour me représenter moi-même, il faut que je représente le sexe féminin qui ne cesse pas de ne pas cesser de se représenter, puisqu'il n'est représenté que par la castration, et qu'on comprend bien que ça ne suffit pas. Donc ce qu'il va chercher entre ses jambes, ce monsieur magicien, c'est le phallus. Le phallus qui est là, qui n'est pas là, comme la représentation qui n'est pas là, et puis le rideau s'ouvre, et elle est là. Et donc c'est toute la question du ouvrir le rideau, ou retourner le tableau, ou chercher dans le fond du chapeau, qui est ça la représentation de la fabrication de représentation. Et il faut bien un support au tableau, en effet, ce support que d'habitude on ne voit jamais parce qu'il est derrière, qui est la toile, qui est le cadre, qui est nécessaire à la représentation, donc qui participe d'une représentation de la fonction de représentation.
Bon, voici encore un autre rêve que je vous avais déjà raconté dans une session précédente, celui où il est question d'un tremblement de terre et de l'auvent devant le bâtiment qui risque de s'effondrer. Je vous l'avais déjà raconté, et donc j'avais mis l'accent sur le contenu, qui était de l'ordre de la castration. Et le tremblement de terre, je l'avais interprété comme un acte sexuel. Hein, ça tremble, ça vibre, ça... Voilà. Et du coup, c'est très menaçant parce que ça met en jeu la castration. Mais, dans la suite du rêve, une fois qu'on était sorti de l'immeuble, parce que j'étais accompagné de pas mal de gens, on avait peur des répliques du tremblement de terre. On dit ça comme ça. On a peur que le tremblement de terre recommence. Et ça indique quoi? La répétition nécessaire dans la mise en scène des représentations. C'est-à-dire que la représentation ne suffit jamais. C'est pourquoi que les rêves reviennent toutes les nuits, ou c'est en tout cas certaines nuits, ça dépend des gens. Mais en tout cas, toujours pour représenter la même chose, c'est-à-dire ces choses de l'inconscient, Oedipe, castration, etc., mais aussi la mise en scène elle-même qui représente le sujet lui-même. Parce qu'au fond, ce que le sujet cherche à se représenter quand il se repose la nuit, c'est qu'il cherche une représentation de lui-même. On dit qu'on se repose pour se ressourcer, revenir aux sources, revenir à l'origine pour se faire renaître, c'est-à-dire remonter sur scène pour se refabriquer. Bon, éventuellement, dans le cadre de l'idéal, ça a été le cas dans certains des rêves que je vous ai racontés, mais aussi en tenant compte de ces failles que sont la castration, que sont l'Oedipe, et qui fait qu'on ne peut pas représenter la représentation en train de se faire au moment où on la représente. C'est-à-dire qu'il y a toujours un décalage entre représenter la représentation, c'est-à-dire la mise en scène, le fait de raconter, le fait d'écrire, le fait de mettre en scène, le fait de chercher une machine, une usine, et ce que l'usine, l'ordinateur, le récit produit comme représentation. Il y a forcément un décalage entre les deux. Ça ne peut pas être en même temps. Donc il y a une faille, il y a forcément une discontinuité temporelle dans la succession des représentations, y compris donc la représentation du sujet. Donc réplique, la représentation, ces tremblements de terre en tant que c'est un acte sexuel, c'est difficile à se représenter, donc il faudra des répliques. En effet, elles sont menaçantes. Pourquoi? Parce qu'elles mettent en jeu la castration. Mais dans le rêve de la nuit suivante, il était question d'un jeu télévisé où il fallait trouver, on donnait une phrase qui était prononcée par un acteur dans un film, et les participants du jeu devaient trouver la réplique que donnait l'autre personnage. Là, c'est l'autre sens du mot réplique, c'est-à-dire au théâtre ou au cinéma, c'est-à-dire ce que je donne en réponse à ce que m'a dit quelqu'un. On voit que c'est le même mot. Mais la réplique, là, c'est encore une fois, c'est faire monter sur scène ce qu'il en est du fait de faire une réplique, c'est-à-dire de répondre à quelqu'un, c'est-à-dire pour mettre en scène des représentations, dans une interaction intersubjective. Bon, voici à présent un rêve que je trouve particulièrement intéressant, dans ce qu'il nous met sous le nez qu'une représentation, c'est de toute façon une interprétation. Interprétation de la réalité, interprétation du rêve. Toujours quand on dit quelque chose sur quelque chose, ce qu'on dit est autre chose que la chose elle-même. Alors dans le rêve en question, je suis dans une réunion avec une dizaine de personnes et il s'agit de mettre en place un jeu avec des ambiguïtés sur les personnages. Et les gens avec lesquels je suis censé jouer ne sont pas d'accord. Ils veulent que les cartes soient précisément définies, parce que ça va être un jeu de cartes. Et il y a des engueulades homériques, j'essaie de me faire entendre, j'essaie de soutenir l'idée qu'au contraire, c'est pas mal si on peut jouer sur l'ambiguïté des cartes. Ça fait partie du jeu.
Un type me dit que non, il ne faut pas, il faut quelque chose de très précis. Par exemple, une carte qui représente un homme et une femme, eh bien, il est évident que ce sont des parents. Et je réplique que, mais pas du tout, un homme et une femme, ça peut être un frère et une sœur, un amant et une maîtresse, un père et une fille, une mère et son fils, ça peut être un tas d'autres choses. Donc, il y a ambiguïté sur une carte. Et à un moment, l'engueulade est telle, les gens discutent dans tous les coins sur comment il faut mettre en place le jeu, et tout le monde se disperse. Moi, je voudrais pas que ça se disperse, je voudrais pas que ça se finisse comme ça. Alors je siffle un coup entre mes doigts, voilà. Parfois j'y arrive pas, mais là j'y arrive un peu, puis je veux pas faire trop fort pour pas vous casser les tympans. La question, c'est d'attirer l'attention des gens en faisant quelque chose qui n'est pas un mot, justement, qui n'arrive pas encore à la représentation, mais qui est juste, et faites attention, j'ai des représentations à dire, et plus même, j'ai quelque chose à dire sur la représentation de la représentation. Donc le coup de sifflet, il représente lui aussi quoi? Ce qui est nécessaire pour qu'il y ait de la représentation, c'est-à-dire que des gens soient là en interlocuteur. Sinon, la représentation n'a pas de sens. Hein. Et ce coup de sifflet dit ça. Donc il fait partie du représentant de la représentation. Et ensuite, il me vient l'idée, quand les gens se sont rassemblés et que je peux leur expliquer, que, par exemple, une carte qui représente un chameau, si on nous dit, bon, l'ambiguïté a des limites, si on nous dit que le chameau, ça représente une cave à vin, ça marche pas. Par contre, si c'est pour nous dire, c'est le visa de Tintin pour aller en Arabie Saoudite, ça peut se comprendre. Bon, vous voyez que c'est encore un discours sur l'interprétation. Ce qui compte, c'est pas le chameau, c'est pas le passeport pour Tintin, c'est le fait qu'on puisse interpréter une carte, c'est-à-dire pas n'importe comment, mais avec des ambiguïtés, mais l'ambiguïté ayant elle-même des limites. Vous voyez tout ce qu'on peut dire sur le fait même de représenter, et tout ça fait partie du représentant, de la représentation. Je vais terminer sur un rêve que je vous avais déjà raconté dans la session consacrée à l'Oedipe. Et il s'agit du rêve où il y a une rampe d'escalier qui est sculptée pour les aveugles. C'est-à-dire qu'il y a des inscriptions en braille sur tout le long de la rampe d'escalier. Et il est dit dans le rêve que ça a été sculpté par quelqu'un qui était aveugle aussi. Et après, il est question de la bande de Mébius, que même un aveugle, il peut repérer ce qu'il en est des dessus-dessous dans la bande de Mébius, puisque avec le doigt, il peut suivre et sentir. Voilà, vous voyez là que s'il reste dessus, ben là, il passe dessous. Et que là, s'il continue, ben, il revient dessus. Et là, il se retrouve dessous. Et ainsi de suite. Hein. Il peut établir comme ça qu'il y a 3 torsions dans la bande de Mébius en suivant avec ses doigts. Hein, nous, on peut le voir, mais on peut aussi, si on était aveugle, le sentir. Donc, ce sur quoi ça met l'accent, ce rêve, c'est que, au-delà d'une écriture, au-delà d'une représentation qu'on peut voir sur une scène de théâtre, sur un écran d'ordinateur, sur un écran de cinéma, tous les endroits où ont lieu des représentations, sur une peinture, un tableau, eh bien, il peut y avoir aussi des représentations au niveau du toucher, c'est-à-dire ce qu'on sent. On peut comprendre quelque chose, on peut en avoir une représentation seulement avec le toucher. Et ce rêve, dans la suite, ça dit que je reçois un couple d'aveugles et que l'aveugle me demande de lui décrire sa femme. Et je me demande si je dois commencer par le haut ou le bas. Donc je vous avais raconté l'histoire de cette publicité de la fille qui enlève le haut, puis ensuite qui enlève le bas. Donc je l'avais interprété en termes d'Oedipe. Bien sûr, c'est de ça dont il s'agit. Mais vous voyez, ce que dit le début du rêve ici, que je vous avais pas dit, si je vous l'avais dit, mais je l'avais pas interprété la première fois, lui, il met en jeu ce qu'il en est de la représentation comme telle.
Voilà encore une représentation de la représentation dont on pourrait dire cette fois que c'est la sculpture, ou en tout cas l'écriture en braille. C'est quelque chose en relief, qu'on peut toucher. Eh bien, puisque il est question de la bande de Mébius, y compris dans ce rêve, je vais conclure avec une interprétation de la bande de Mébius. Voilà, la bande de Mébius est utile dans notre domaine parce que tout simplement, il y a deux faces et lorsqu'on les a raboutées, on fait qu'il n'y a qu'une face. Mais ayant qu'une face, pour notre subjectivité, ça fait apparaître trois faces. Trois faces ou une face, c'est la même chose. Sauf que c'est de deux points de vue différents. Il y a le point de vue global, c'est une seule face, et le point de vue local, il y a trois faces. Dont l'une est dessus, l'autre est dessous, et la dernière est à la fois dessous, ici, je peux passer mon doigt dessous, et dessus, ici. Ceci représente la globalité de la bande de Mébius dans une localité. Autrement dit, cette partie de la bande de Mébius, qui représente localement la bande de Mébius globalement, elle est comme la représentation de la représentation. Parce que ce qui fait représentation ici, c'est les plis. Le pli, c'est la fonction qui fait passer d'une face à l'autre face. D'une face à l'autre face. Et cette fonction, c'est un peu celle qui est celle du rêve, qui nous fait passer de la face consciente de nous-mêmes à la face inconsciente. Alors à la fois, je suis clivé, je ne me rends pas compte dans la vie de veille que j'ai une autre face, et pourtant, en même temps, je suis les deux. Je ne peux pas nier qu'il existe cette autre face. Et la psychanalyse, c'est ça. C'est le travail qui consiste à aller du côté de l'autre face. C'est le travail du rêve essentiellement. Mais d'une manière plus générale, c'est le travail de la psychanalyse, de se retrouver comme sujet, c'est-à-dire de trouver une représentation de la fonction de représentation qui est la fonction sujet. C'est-à-dire au-delà du moi, trouver une représentation de sa fonction sujet. Dans cette représentation de la bande de Mébius, vous voyez que j'ai mis le moi sur la surface dessus, le dessus, celui du moi de la réalité, et que j'ai mis l'autre du dessous, c'est l'autre face, l'autre scène qu'on découvre dans le rêve, ou dans les actes manqués, les lapsus, les mots d'esprit. Et puis vous avez entre les deux ce qu'il en est de cette fonction qui fait passer de l'un à l'autre. Mais cette fois, elle est en représentation. On représente quelque chose qui est de l'ordre du passage, qui est un bout en dessous et un bout en dessus. Et ce passage, c'est ce que je peux appeler, qui est tout à fait de l'autre côté, l'interprétation. L'interprétation, c'est ce pli qui fait passer du dessous de l'autre scène au moi. Ce que disait Freud, d'ailleurs, c'était ça le but de la psychanalyse. L'interprétation, c'est ça, c'est réintégrer dans le moi des représentations qu'on avait refoulées, qu'on avait mis du côté de l'autre. C'est pour ça que l'autre pli, c'est le pli du refoulement, celui qui fait passer du côté de la veille, je suis en face de quelque chose qui me choque, qui est de l'ordre du sexuel, en général, et donc je l'oublie et je dis ça ne me concerne pas, ou blabla, je ne veux pas en entendre parler, ou en tout cas pas en société, surtout pas, et je le fais passer de l'autre côté. Et le troisième pli, c'est celui qui pourrait représenter le clivage tel qu'il se représente dans la vie de veille, c'est-à-dire le moment où effectivement je dis consciemment, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est-à-dire ça ne me concerne pas, ça concerne éventuellement les autres, le DIP, la castration, tout ça, mais moi ça ne me concerne pas. Donc ce sont des choses qu'on fait parfois consciemment, et à ce moment-là, le pli du passage, c'est-à-dire de cette fonction sujet, est représenté dans la vie consciente, mais parfois ce n'est pas représenté, et alors c'est le pli refoulement, et on ne s'aperçoit pas que l'on refoule quelque chose.
Il y a deux manières de ne pas s'en apercevoir, c'est de refouler complètement la représentation, ou d'avoir la représentation présente à l'esprit, mais en l'attribuant à un autre sujet. Donc pour avoir une représentation du sujet moi-même, il faut avoir une représentation globale, qui tient compte des trois possibilités. Donc la représentation, la machine à faire des représentations, la fonction comme telle, elle est en fonction au niveau des plis, c'est le pli comme tel, et c'est pourquoi j'ai mis en fonction à chacun des plis, et j'ai mis le S barré que j'emprunte à Lacan, mais qui chez moi n'a plus du tout le même sens. Ce S barré, c'est le sujet en tant qu'il fonctionne, et dont il peut se donner une représentation par machine, écran d'ordinateur, journal, scène de théâtre, scène de cinéma, scène primitive, qui sont des représentations en représentation de la façon dont se fabriquent les représentations. Voilà. J'espère vous avoir fait comprendre d'une manière beaucoup plus imagée et beaucoup plus précise ce qu'il en est de ce que moi je pourrais dire du Vorstellungsrepräsentanz, mais je crois que Freud ne pouvait pas le dire, étant donné qu'il n'avait pas fait tout ce travail autour des rêves tel que je le fais ici pour vous.